aujourd'hui, et vous avez fait vos débuts dans le patinage à l'âge de 9 ans. Alors je me demande si ça n'est pas loin déjà tout ça. Oh oui, bien sûr, c'est très loin. C'est très loin, mais à la fois c'est proche parce que des souvenirs tels qu'une carrière comme je l'ai pratiquée, une carrière de patineur qui a duré assez longtemps, ça reste toujours très présent à l'esprit. Puis avec des titres, avec vraiment un bagage pour toute une vie, en tout cas des souvenirs. Je regarde un peu, 5 fois champion de France, 3 fois champion d'Europe, 1 fois champion du monde, vice-champion olympique en 1964, et on se souvient que vous aviez porté la flamme olympique à Grenoble. Alors Oui. je crois que pour toute une famille et puis pour beaucoup d'amis, ce sont quand même des litanies de souvenirs, non ? Ah oui, ce sont des souvenirs absolument extraordinaires. Et ces souvenirs, non seulement sont importants pour moi, mais font partie intégrante de ma vie. Et je crois que je ne pourrais pas actuellement travailler comme je le fais si je n'avais pas toute cette vie derrière moi. Enfin, je crois que c'est un tout, si vous voulez, qui est important et qui fait partie de ma personnalité. Justement, vous êtes la preuve d'une reconversion totale et exacte. Aujourd'hui, vous êtes médecin. Il en est d'autres qui hésitent sur les carrières à suivre. Mais je reviens sur l'âge, sur 9 ans. Vous avez commencé à l'âge de 9 ans. Oui. Je me demande si ça n'est pas quand même un peu tard. C'est un petit peu tard, effectivement, pour acquérir la technique que demande un sport comme le patinage artistique. Parce que les premiers gestes doivent être acquis très très jeunes pour tous les sports techniques, qu'il s'agisse de gymnastique, qu'il s'agisse de patinage artistique, qu'il s'agisse de tennis. Je crois qu'il faut apprendre à faire ces gestes comme on apprend pratiquement à marcher. Alors c'est un tout petit peu tard, mais enfin faut pas non plus exagérer. Je crois que jusqu'à 10 ans, les premiers gestes élémentaires sont tout à fait possibles à acquérir de façon pratiquement définitive. Alors là, je pose la question aux champions et aux médecins. Faut-il recommander aux enfants de pratiquer ces disciplines, c'est-à-dire d'aller du côté du patinage artistique ou plus simplement peut-être, et c'est plus abordable, de la danse ? Je crois que ce n'est pas recommandable pour tout le monde. Il faut pratiquer ces sports et ces disciplines que si on a des dons pour le faire, parce que c'est quelque chose d'extrêmement prenant. Et je crois que c'est s'engager dans une vie tout à fait particulière, avec des sacrifices énormes. Et je ne crois pas qu'on puisse le conseiller à tout le monde si on n'a pas les dispositions pour le faire. Mais peut-on aller jusqu'à dire que vous, Alain Calmat, vous avez sacrifié beaucoup de votre enfance et de votre jeunesse pour arriver justement à ces sommets ? Alors, bien sûr, on peut considérer ça comme un sacrifice dans la mesure où je n'ai pas vécu comme tout le monde, aller à l'école comme tout le monde, avoir mes petits copains comme tout le monde, sortir, avoir une vie réglée comme tout le monde. Est-ce un sacrifice ou au contraire, est-ce une vie plus exaltante ? À mon avis, c'est la deuxième hypothèse qui est la bonne. Mais vous pouviez prévoir que vous arriveriez si haut que vous pratiqueriez au top niveau ? Non, on ne peut pas prévoir qu'on On le sent arrivera. quand même chez un jeune. C'est-à-dire que soi-même, on peut sentir qu'on a des facilités, mais c'est surtout l'entourage qui vous conseille et qui vous engage dans cette vie, parce que c'est une vie tellement particulière que on peut pas à 9 ans, à 10 ans, à 11 ans, même dans l'adolescence, soi-même décider de cette vie. Il faut que ce soit votre entourage, vos parents, que ce soit... Ce sont les premiers responsables, les parents ? Bien entendu. Dans votre cas ? Eh bien, dans mon cas, ce ne sont pas les premiers responsables parce que mes parents, si vous voulez, ne connaissaient absolument pas le milieu du sport de compétition. Et je crois que ce sont surtout les professeurs de patinage, les gens du milieu patinage qui les ont convaincus qu'il fallait me faire continuer dans cette carrière. Il est rare qu'un Français arrive à cette altitude dans le patinage artistique. Alors, vous êtes fier de ce que vous avez fait ? Vous êtes un cas rare. Oh, un cas rare, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de champions du monde de patinage. En fait, il y en a eu 4 dans toute l'histoire du patinage français. Le couple Brunet-Joly avant la guerre, Jacqueline Dubief en 1952, Alain Giletti en 1960 et moi en 1965. Vous imaginez, nous n'avons plus rien depuis 1965. Plus rien, il ne faut pas exagérer. Il y a quand même eu des champions. De désert, ouais. Mais bien sûr, un titre mondial, non seulement il faut la
disons la classe pour l'avoir, mais il faut aussi un peu de chance parce que, comme vous le savez très bien, une grande compétition, il y a une part de chance qui n'est pas négligeable. On va parler de ce que vous êtes devenu. Vous êtes médecin aujourd'hui, mais vous aviez d'autres perspectives d'avenir. Et c'est le fait des champions. Un patineur artistique, un champion du monde, un champion olympique, on le retrouve parfois sur la petite piste du Lido ou alors dans Holiday on Ice. Parfois professeur aussi, d'accord. Bien sûr, il est certain que quand on passe un temps aussi important sur la glace pendant de si nombreuses années, eh bien, on s'exclut un petit peu de disons, de l'apprentissage normal et en particulier de l'école. Et la solution de facilité, eh bien, c'est de continuer après la carrière amateur, après les titres plus ou moins importants que l'on a obtenus, bien de profiter de cette carrière et d'en faire son métier. C'est certainement la façon la plus facile, mais personnellement, autant j'aimais l'entraînement et la compétition, autant il m'était assez désagréable de penser que je passerais toute ma vie à faire du patinage et à m'exhiber sur la glace. C'est pour ça que j'ai été assez rapidement motivé par disons, la poursuite de mes études et puis la carrière médicale c'est venu par la suite, comme tout le monde après le bac, en particulier pour moi. Peut-être, Alain Calmat, êtes-vous de ceux qui regrettent le plus d'avoir quitté leur enfance, parce que cette enfance, quand même, vous a terriblement enrichi. Elle vous a donné toutes les joies, et puis on devient un adulte, et puis on n'entend plus tous ces bravos, on n'a plus toutes ces chances. Je veux dire, vous étiez un peu ébloui quand même. Oui, mais je crois que lucide. J'ai toujours gardé la tête froide. Il vaut mieux. Oui, j'ai toujours gardé la tête froide. Ça passe vite. C'est ça. Je crois pas. Justement, je crois qu'une des choses qui a été le plus intéressante pour moi, si vous voulez, pour mon avenir, c'est justement de ne pas avoir la tête trop tournée par tout ça. Et c'est un des dangers qu'il faut, je crois, dénoncer dans le vedettariat, surtout des jeunes. Et c'est ce que je m'efforce de faire d'ailleurs actuellement, puisque je m'occupe de la Fédération des sports de glace. Quand je peux parler avec un jeune patineur, j'essaye un peu de lui dégonfler la tête. Je crois que c'est une chose importante. Et encore, vous n'étiez pas tout à fait plongé dans la mare du professionnalisme, car lorsqu'on regarde de très près, par exemple, le football, qui est la grande discipline sportive française, je dirais presque mondiale, on peut être vraiment très effrayé. Lorsqu'ils gagnent, ils sont les plus beaux du monde, et lorsqu'ils perdent, ce sont véritablement d'affreuses choses. Oui, je ne sais pas si vous l'avez vu, enfin nous avons gagné devant la Hollande, je ne sais pas ce qui se passera demain devant Chypre, parce qu'il ne faut pas croire que tout est acquis. Hein? Moi, je tremblerai jusqu'au dernier moment, mais quand même, on ne peut pas dire le pire et le meilleur des gens avec vraiment cette légèreté. Oui, absolument. Je crois que on est soumis quand on fait de la compétition, de la haute compétition, à tous ces pics, aussi bien des pics vers le haut que des pics vers le bas, de la popularité ou de l'impopularité. Et ça, c'est une chose qui est à la fois désagréable, mais qui en même temps vous donne une certaine expérience qui vous sert par la suite. Alors vous, Alain Calmat, vous êtes allé du patinage à la chirurgie digestive. C'est un beau recyclage. Et lorsque vous patiniez, il faut quand même le remarquer, dans le même temps, vous faisiez des études de médecine. Alors est-ce vous qui étiez prévoyant à ce point, ou bien sont cela les qualités de vos parents qui ont su véritablement regarder l'avenir ? Alors, non, je crois que c'est venu de moi. Mes parents ont eu le grand mérite de me laisser faire ce que j'avais envie de faire. Et ils avaient fait beaucoup de sacrifices parce que finalement, ils avaient une situation modeste et pour eux, le fait de continuer à faire des études après l'âge où véritablement ils pensaient que j'allais peut-être gagner ma vie, si vous voulez, ça a été un sacrifice supplémentaire. Que faisaient vos parents ? Mes parents sont teinturiers, ils ont été teinturiers pratiquement toute leur vie, ils étaient petits commerçants et ils n'avaient pas vraiment des moyens extraordinaires. Et quand je leur ai annoncé, après mon baccalauréat, qu'ils avaient encore pour 7 ans, ils en avaient encore pour 7 ans à m'aider, alors que j'aurais pu gagner bien sûr pas mal de millions,
vocation en étant patineur de spectacle. Vous y avez pensé quand même un peu. J'y ai pensé un peu, mais si vous voulez, j'ai très très vite renoncé. Parce que pour moi, je vous le disais tout à l'heure, cette vie de spectacle, bien que je la respecte parfaitement, ne me convenait pas. Alors quand je leur ai annoncé que j'allais pendant 7 ans encore être à leur crochet, eh bien ils ont parfaitement bien réagi. Et ça, je leur en suis parfaitement reconnaissant. Il y a 2 angles dans votre discipline. Il y a bien évidemment le sport, je veux dire que le patinage c'est quelque chose, mais il y a aussi l'artistique. Oui. Et si vous n'aviez pas poursuivi vos études de médecine, vous seriez devenu un artiste après avoir été un champion. Oui, si on considère que le spectacle de patinage est mais pour un quelques art, années, je ne sais pas jusqu'à quel âge. On peut patiner jusqu'à 35-40 ans, mais pas au même niveau. Et puis pour rester vedette d'un spectacle, eh bien, je crois que c'est très très difficile au-delà de 5 ou 6 ans de professionnalisme parce que ça se renouvelle. Les vedettes se renouvellent et c'est surtout les noms qui comptent plus que la qualité. Vous me disiez que le patinage artistique était un art quand même. C'est un art, mais je pense que c'est d'abord un sport. Il y a une grande discussion qui se fait toujours, est-ce plus un art, est-ce plus un sport? Mais à mon avis, c'est plus un sport qu'un art, comme la gymnastique d'ailleurs. C'est d'abord l'effort qui doit être fait, qui doit compter. Bien sûr, c'est un effort qui doit être fait dans certaines normes d'esthétique et de côté artistique, mais je crois que c'est d'abord un sport. Alain Calment, on vous a souvent cité un exemple parce que vous pouviez mener de front une carrière sportive et des études prolongées. Il faut bien constater qu'en France, la chose est rarement possible, alors que dans les pays de l'Est, en Amérique, c'est courant. Alors pourquoi? Vous avez dû vous pencher sur ce problème maintenant que vous êtes et médecin et responsable de fédération. Oui, bien sûr, je me suis penché sur ce problème et je crois que la réponse est très difficile à trouver. Si vous prenez 2 exemples qui sont les pays de l'Est et les États-Unis, eh bien, ce sont bien sûr 2 structures parfaitement différentes et qui pourtant arrivent à faire des champions. Pourquoi? Je crois que dans les pays de l'Est, eh bien, c'est surtout parce que l'organisation est parfaitement est parfaite, si vous voulez, pour mettre les jeunes sportifs dans les meilleures conditions. Le recrutement, tout d'abord, est systématique à l'école. Les facilités sont très grandes pour les entraînements et les problèmes de reconversion dont vous parlez tout à l'heure sont assurés, soit dans le milieu de l'enseignement, du sport lui-même, soit dans le milieu militaire, soit dans... Enfin, disons qu'il y a des possibilités de reconversion. Puis les idées aussi sont larges. On n'a jamais considéré qu'un sportif était nécessairement un garçon qui n'était pas très fort sur un plan intellectuel. C'est ça, ça n'est enfin, pas... Les choses ont changé. Ça n'est pas forcément, comme on le pense trop souvent en France, le cancre. Voilà ce qui se passe dans les pays de l'Est. Par contre, aux États-Unis, eh bien, aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons en général, je crois que le sport est une option nationale. C'est viscéral. Un Anglais qui fait un 400 mètres. Eh bien, je me souviens aux Jeux Olympiques de Tokyo. Je n'ai plus le nom en tête de cet athlète qui a gagné le 400 mètres parce qu'il s'est absolument défoncé. Ce sont des gens qui se défoncent, qui aiment le sport pour le sport, et je pense que le Français n'aime pas véritablement le sport pour l'effort sportif lui-même. Et là, l'organisation, si vous voulez, de la vie dans les pays latins et surtout en France n'est pas en faveur tellement de la pratique sportive. Quand vous pensez que l'on travaille de 8 heures du matin à pratiquement 6 heures ou 7 heures du soir, en s'arrêtant 2 heures à l'heure du déjeuner, eh bien, ça ne vous laisse pas beaucoup le temps de faire du sport. Les enfants, quand ils reviennent de l'école, ont des devoirs à faire, ils travaillent à plein temps, il n'y a pas de vrai mi-temps. On peut se demander d'ailleurs pourquoi les enfants passent tellement de temps à l'école et tellement de temps sur leurs devoirs en rentrant. Eh bien, pour moi, c'est toujours un problème de les voir. Absolument, mais moi aussi. Je trouve que c'est... Ils font rien à l'école alors. Je ne sais pas ce qu'ils font à l'école. En tout cas, ils ont des devoirs à faire et pour leur faire c'est faire... la Libye, à mon avis, ça. Oui.
Je ne sais pas, mais en tout cas, on perd certainement beaucoup de temps. Et ce temps perdu dans les pays, dans certains pays comme les États-Unis, où on peut faire des études beaucoup plus facilement à la carte. Tout le monde fait ses études de la même façon en France. On va à l'école de 8h30 à 11h30, et puis de 2h30 à 4h30 ou 5h. Alors que dans certains pays comme l'Allemagne, par exemple, on y va que le matin et l'après-midi, c'est le sport. Aux États-Unis, eh bien, il y a des écoles qui ont des horaires variables. Et puis, suivant le sport que vous faites, eh bien, vous allez à l'école le matin ou l'après-midi. Je crois que les possibilités sont quand même beaucoup plus grandes dans ces pays. Alain Calmat, lorsque vous étiez au fait de vos possibilités, lorsque vous étiez au moment d'un concours, à la minute vraiment tragique du concours, vous pensiez à vous, c'est-à-dire vous disiez « je vais gagner » ou bien vous pensiez au pays que vous représentez? Quelle est la mentalité d'un champion à la seconde exacte? Je crois que j'ai essentiellement pensé à moi, si vous voulez. Vraiment, je pense qu'on ne peut pas penser au pays quand on fait une compétition, sauf dans certains cas particuliers que sont les Jeux Olympiques. Quand on fait les Jeux Olympiques, on est entièrement envahi du drapeau français. Depuis le départ, d'abord on est tous habillés de la même façon, on a l'écusson français, on est avec les autres disciplines sportives, en particulier les skieurs pour les sports d'hiver, les lugeurs, etc. Et puis on se sent vraiment intégré à l'équipe France. Et puis après, bien sûr, je passe un peu sur toutes les manifestations, le drapeau, les hymnes, et puis tout l'entourage qui semble vous dire il faut ramener une médaille pour la France. Alors là, vous vous sentez vraiment française. C'est d'ailleurs ce qui était un petit peu peut-être dangereux pour les favoris, dont moi j'ai été, et ce qui a peut-être été d'ailleurs à l'origine de ma contre-performance, entre autres, parce qu'il y a eu certainement d'autres raisons. Mais on est trop investi, si vous voulez, du coq français quand on est aux Jeux Olympiques. Par contre, quand on est dans un autre championnat, on est plus en petit comité, on se rend pas tellement compte, même si la télévision vous prend, on est beaucoup moins envahi de cette responsabilité. Et on défend plus sa propre peau, et je crois que là on réagit. Vous êtes trop entouré en fait. Et vous savez, en plus il y a des gens qui disent c'est fou, les hymnes, les couleurs, le drapeau, tout cela est cocardier. Ceux-là qui vous accusent parfois d'être cocardiers, vous les champions, sont ceux-là qui les premiers vont vous reprocher de ne pas rapporter des médailles. Ah bien sûr. Vous savez, quand on rate une compétition, pour nous, c'est pas toujours très grave parce qu'on sait qu'on en aura d'autres. Une carrière, en fait, elle est assez longue, et on sait très bien que si une compétition est ratée, c'est pas la mort de votre carrière. Alors que effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, si demain les Français étaient battus par Chypre, ce que je n'espère pas, et je suis pratiquement certain du contraire, et ça serait un deuil national, et je crois qu'on mettrait tout le monde pratiquement au rencard, alors que les footballeurs qui seraient en cause ne seraient pas forcément fichus. Alors là aussi, d'autres choses peuvent se présenter. C'est-à-dire que vous avez été le champion que l'on sait, Alain Calmat, vous êtes aujourd'hui un dirigeant, et vous devez penser parfois, puisque nous parlons de football, à Michel Hidalgo. Tout ce que l'on a pu dire avant, lorsqu'on se disait ils vont être battus, et tout ce que l'on a dit après, parce qu'il avait gagné. Le martyr est devenu un héros. Enfin, c'est insensé, non? Mais oui, bien sûr, c'est insensé, d'autant plus que... Et stupide. Oui, absolument, parce que d'abord Hidalgo, il est responsable d'une certaine façon et pas entièrement de ce qui se passe. Comme moi je dis toujours, les dirigeants dirigent, les patineurs patinent, les professeurs professent. Il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. C'est pas Michel Hidalgo lui-même qui a joué pendant tous ces matchs. Il a pris des responsabilités. Ça n'est pas que la sélection qui est à l'origine des résultats de l'équipe de France. Et enfin, en ce qui concerne Michel Hidalgo, bien sûr, c'est son métier. Il connaît les risques à la fois de critique. Il sait. Oui. Il sait donc, si vous voulez, il le sait. Je crois que
que malgré que certainement ça lui fait pas plaisir de se faire critiquer, mais il s'y attend et je crois qu'il est assez fort pour résister. Pour oui. résister. Mais Alain Calmat, vous est-il arrivé parfois d'être un peu jaloux quand même lorsque vous regardiez tous ces champions du sport professionnel comme le football par exemple, lorsque vous regardiez Platini, vous avez eu les plus beaux titres, vous auriez pu les négocier et vous êtes peut-être passé à côté de centaines de millions. Écoutez, je ne suis pas jaloux. Ça D'abord, ne fait pas la vie les millions. Hein. non, bien sûr. Je ne suis absolument pas jaloux. Je suis très heureux quand les Français réussissent dans le sport parce que je crois que on fait tous partie dans la famille sportive de gens qui s'entraident et personnellement je suis absolument pas jaloux de la réussite des autres sportifs et en particulier des professionnels. Et d'autant moins que j'aurais pu le faire, si vous voulez. C'est un choix particulier, ce n'est pas du tout parce que ça m'a été interdit, c'est moi-même qui ai décidé de ne pas profiter sur le plan financier du patinage. Et vous êtes interrogé quand même. Je me suis interrogé, mais enfin pour moi il y avait un choix à faire. Soit je continuais mes études, soit je devenais professionnel, parce que je ne pouvais pas reprendre mes études après plusieurs années professionnelles comme ça, et surtout pour les mener aussi loin que j'ai pu les mener. Vous êtes donc l'un de ces exemples parfaits, c'est-à-dire l'homme qui a su mener de front une carrière sportive et des études. Mais au commencement, vous étiez fait pour le patinage ? Je crois que oui, je crois que j'étais fait pour ce sport. À quel signe pouviez-vous le voir ? C'est pas moi qui l'ai découvert, ce sont les professeurs qui étaient autour de moi. Donc vos parents vous ont quand même entraîné au patinage, ou vous y êtes allé de vous-même, ou un professeur? Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé très simplement, comme beaucoup de jeunes enfants. Je suis allé un jour à la patinoire, emmené par quelqu'un qui avait déjà été à la patinoire. Il y avait une patinoire chez vous? J'habite Paris, et donc je suis allé au palais de glace qui malheureusement a disparu. Mais enfin, comme c'est quand même Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud qui y sont, nos regrets sont quand même moindres. Eh bien, j'ai commencé donc au palais de glace en 1950, et c'est une dame, amie de mes parents, qui avait patiné dans sa jeunesse, qui nous a emmenés à la patinoire avec ma sœur. Et là, j'ai été remarqué par un professeur qui a trouvé que mes premiers pas étaient particulièrement bons. Tout simplement parce que ma sœur avait pris des leçons. Hein. Moi, j'en avais pas pris au départ, mais elle en avait pris. Elle avait quelques années de plus que moi, et elle voulait prendre des leçons. Et je la suivais avec ce professeur qui a un jour dit à mes parents: eh bien, vous savez, si vous avez des leçons à donner, c'est pas à votre fille, mais c'est à votre fils. Alors bien sûr, ma sœur a été particulièrement malheureuse parce que mes parents n'avaient pas les moyens de payer pour les deux, mais c'est moi qui ai pris des leçons, et très vite, j'ai commencé à avoir des résultats tangibles, et un an après, j'étais champion de France minime. Alain Calmat, vous auriez pu réussir dans un autre sport, parce que, paraît-il, lorsqu'on est doué pour un sport, on pourrait aborder d'autres disciplines avec le même bonheur. Enfin, beaucoup le disent en tout cas. Oui. Et regardez les champions de rugby, dès qu'ils arrêtent leur carrière, vers 35 ans, ils plongent dans le tennis, et ils sont presque classés dans l'année ou les 2 ans qui arrivent. Alors, je crois qu'il y a des sports qui sont un peu similaires, si vous voulez. Le patinage, je ne sais pas s'il y a beaucoup de sports qui sont similaires au patinage. Peut-être la gymnastique, peut-être tous les sports d'équilibre, parce que je crois que c'est avant tout un sport d'équilibre. J'aurais certainement réussi dans un sport d'équilibre. Mais un sport, disons, qui demande des qualités physiques extraordinaires comme l'athlétisme, je ne sais pas si j'aurais réussi. Ça, je ne suis absolument pas sûr. En tout cas, aujourd'hui, vous pouvez vraiment donner quelques avertissements, et surtout aux parents. Vous voudriez surtout qu'on avertisse davantage l'adolescent qu'on pourrait appeler un futur champion. Parce que le sport, on le sait, c'est très bien, mais dans le même temps, il faut prévenir l'enfant qu'un bagage de remplacement n'est pas du tout inutile. Et je crois qu'il faut le dire très vite et très haut et très fort. Absolument. Je crois que le sport ne se conçoit que dans une sérénité pour l'avenir. Et il n'est pas question à mon avis, d'encourager, en tout cas c'est ce qu'on fait à la Fédération des sports de glace, d'encourager les parents à abandonner toute formation extrasportive. Et je crois que si on veut réussir très haut en sport, il faut être assuré de son avenir, d'une façon ou d'une autre. En 1973, Alain Calmat, vous lanciez des SOS en disant « Le patinage artistique se meurt en France ». Vous êtes
un peu plus doux, un peu plus discret aujourd'hui. Pourquoi? Écoutez, d'abord parce que vous êtes responsable d'une peut-être fédération. parce que je suis responsable de la fédération. Et pourtant, les choses n'ont pas changé. On est quand même au creux de la vague encore. On est au creux de la vague, on est peut-être en train de remonter quand même, parce que nous avons des patineurs, en particulier Jean-Christophe Simon, qui est quand même médaille d'argent au championnat d'Europe, faut quand même le dire, qui est quand même déjà pas mal. Qui est quand même, bien sûr, qui est quand même premier en figure imposée au championnat du monde. Ça aussi, il faut le dire. Je sais bien qu'après, il a déçu et que, bien sûr, tout le monde lui est tombé dessus. Il est exigeant, le public. Il est, bien sûr, très exigeant. Il est quand même 5e au championnat du monde au total. Alors, ce ne sont pas quand même de trop mauvais résultats. Évidemment, un titre, c'est très spectaculaire et nous espérons que la France aura bientôt un titre, et j'espère d'ailleurs dès cette année. Ce ne sera pas facile, mais enfin, on a une petite chance. Je crois que non seulement nous avons un garçon qui marche bien, mais le patinage artistique s'est beaucoup développé en France, peut-être plus sur le plan de la masse que de l'élite, et c'est aussi une des satisfactions qu'on peut avoir lorsqu'on est dirigeant. À quand, Alain Calmat, des écoles qui allieront intelligemment les études et le sport de compétition comme on peut le faire dans certains pays de l'Est ou aux États-Unis? Vous pensez que c'est possible en France? Bien, c'est encore l'utopie. Je crois qu'il y a des essais qui ne sont pas mauvais. Les sections sport-études, c'est certainement quelque chose d'intéressant. Mais je crois qu'indépendamment de la réalisation pratique, c'est surtout l'esprit qui doit changer. L'esprit de l'enseignement, de l'éducation nationale. Tout viendra non pas du ministère des Sports, mais des enseignants eux-mêmes. Je crois que le jour où les enseignants... Tout commence à l'école. À mon avis, tout commence à l'école. Tout commence à l'école. Tout commence dans l'esprit des enseignants. Et c'est valable également pour la musique, pour la danse, pour le dessin, enfin pour tout. Certainement. Pour tout ce qui pourrait plus tard enrichir une vie. Quoi. Absolument. Mais sur un plan d'amateur d'ailleurs. Je crois que pour l'art quand même, les choses sont plus avancées. On accepte plus facilement une carrière artistique chez les intellectuels qu'une carrière sportive. Alors je me demande si les choses ont véritablement changé, parce qu'il y a quelques années, Alain Calmat, vous disiez ceci, je l'ai noté d'une manière très exacte, c'était la lutte permanente. J'avais à me battre contre le temps, la fatigue, le calendrier. Et cela n'était rien à côté du combat qu'il fallait mener aussi contre tout le monde. Car les universitaires ne connaissaient pas les sportifs et réciproquement. C'était l'hermétisme total entre ces deux catégories de population. Il n'y avait aucune interpénétration. C'était le dialogue de sourds. Alors, les choses ont-elles changé? Car c'est vrai que les universitaires, parfois, vraiment éloignent les sportifs, mais d'une manière qui n'est pas belle, hein. Oui, je pense que c'est peut-être en train de changer. Alors qu'il y a de grands universitaires qui sont de grands sportifs. Absolument. Moi, j'en connais un certain nombre, et en particulier des médecins qui ont été des très grands sportifs. Mais vous savez, on a tendance un peu à oublier ce qu'on a été, et on rentre dans la routine finalement. Les choses ont un petit peu changé depuis mon époque. Il est certain que moi, j'ai eu des difficultés vis-à-vis des universitaires qui ne comprenaient pas très bien pourquoi j'allais en compétition. Il fallait aller aux travaux pratiques, etc. Je crois que maintenant, les esprits se sont un petit peu ouverts quand même, et je crois que la direction est plutôt meilleure. Vouliez vous faire une place au soleil? Je voulais me faire une place au soleil. Ouais. Dans quel sens voulez-vous dire ça? Vous étiez ambitieux quand même pour le restant de votre vie. Ah, absolument. Plus que la place, si vous voulez, au soleil, je voulais surtout réaliser ce que j'avais envie de faire. Et j'avais envie de développer mes possibilités physiques d'abord en faisant du sport, et ensuite de développer mes possibilités intellectuelles en faisant des études supérieures. Et il s'est trouvé que les études supérieures que je faisais correspondaient au métier que j'avais envie de faire. Donc j'ai eu de la chance, si vous voulez, que tout se goupille bien. Et actuellement, je crois que j'ai réussi ma reconversion, non pas en ayant fait des études supérieures, mais surtout en ayant choisi le métier qui me convenait. Et je crois que c'est ça qui est important. Vous avez toujours voulu être médecin? Pas toujours, non, parce que si vous voulez, quand je faisais du patinage, je ne pensais pas faire des études supérieures importantes, si vous voulez. Je pensais surtout faire des études qui étaient adaptées à une carrière peut-être professionnelle, quand j'étais plus jeune. Et puis quand je me suis trouvé avec mon baccalauréat, eh bien là j'ai eu vraiment l'épreuve de vérité, et
et peut-être aidé d'ailleurs par des amis, je me suis rendu compte qu'il fallait faire le saut et que ce que j'avais véritablement envie de faire, c'était de la médecine. Ça m'est apparu assez facilement, mais tout d'un coup, et à l'âge de 20 ans. La route, en tout cas, était bien tracée, puisque à 33 ans, déjà, vous étiez chef de clinique à la faculté de médecine de Paris, assistant des hôpitaux de Paris. Donc, vous aviez réussi, non pas réussir une carrière, mais réussi votre vie, enfin, ce que vous aviez souhaité, c'est-à-dire réussi ce qui est le plus difficile, la reconversion. Oui, je pense avoir réussi ma reconversion parce que je fais le métier que j'ai envie de faire. Mais pas quelque chose d'exceptionnel, simplement une vie. Ça n'est pas exceptionnel, je crois que, si vous voulez, je considère surtout que je me suis rattrapé par rapport à un handicap que j'avais au départ. Je crois que le fait de faire de la compétition, le fait que d'être vedette d'abord jeune, est un énorme handicap. Et on s'en rend compte plus tard. Je crois qu'on est placé sur une orbite qui forcément est courte et qui forcément, c'est comme un satellite qui serait envoyé et qui a une vie assez courte et qui doit retomber obligatoirement. Eh bien, il faut s'en dégager de cette orbite. Et je crois que la chance que j'ai eue, c'est de m'en dégager. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le vedettariat jeune est plutôt un handicap par rapport à l'ensemble des gens et il faut avoir la chance de pouvoir s'en sortir. Et ça, c'est le médecin qui peut en juger, là. Oui, c'est surtout... Et parce qu'il y a un traumatisme quelque part. Lorsqu'un jeune, 18, 19 ans, devient vedette comme ça, et parfois vedette d'un été, vedette d'une année, de 2 années au pire, c'est terrible peut-être pour après. Et souvent... à cet âge-là. Souvent, on s'en remet pas. Après, ça n'a aucune importance. Oui, après, c'est normal. Si vous voulez, quand on devient vedette progressivement, c'est même plutôt agréable pour cette personne. Mais quand on l'est inopinément, rapidement, et surtout sans son propre contrôle, je crois que c'est très difficile et la reconversion est difficile. C'est pour ça qu'il faut aider les jeunes à se reconvertir, en particulier dans le sport. Alain Calmat, tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez inventé pour les sports d'équilibre. Alors, avez-vous réussi à équilibrer votre vie privée ? Moi, j'ai des enfants que j'adore, qui font du sport d'ailleurs. C'est quelque chose de très important pour moi, mais je suis tellement pris, si vous voulez, par mon métier et par ma carrière antérieure que la vie de famille est importante, mais c'est peut-être pas le plus important. L'essentiel aujourd'hui, c'est la médecine. C'est une chose très importante. Plus importante que tout le reste, quand même. Pratiquement, oui, je pense que c'est le plus important. Parce que vous écrivez un livre qui a pour titre « Vivre mieux par le sport », ce qui est une manière d'associer et la médecine et le sport une fois encore. C'est-à-dire que vous ne sortirez jamais de vos domaines, de vos beaux ghettos. C'est ça. Alors, si vous voulez, ce livre, c'est quelque chose d'un peu particulier parce que ça n'entre pas dans ma spécialité. Moi, je suis chirurgien et je ne suis pas médecin sportif. Mais enfin, il m'apparaît quand même important qu'avec l'expérience de sportif que j'ai eue et l'expérience de médecin que j'ai, je puisse faire partager à un certain nombre de gens, et en particulier ceux qui ne sont pas tellement concernés par la haute compétition, leur faire partager cette expérience. Ce que je veux dire, c'est que la médecine sportive, c'est une spécialité qui existe surtout pour les gens qui font de la compétition, c'est-à-dire les gens qui sont intégrés dans un club ou qui font de la haute compétition, qui ont des contrôles réguliers, bien. Alors que la majorité des gens qui font du sport, c'est-à-dire les gens qui vont faire du jogging le dimanche, par exemple, ou qui font 2-3 séances de tennis par semaine, finalement ne bénéficient pas des acquis de la médecine sportive. Et pourquoi n'en bénéficient-ils pas ? Parce que je crois que les médecins, en général, ne savent pas très bien quoi dire quand quelqu'un vient vous dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, docteur, pour ne pas prendre de risques, par exemple, si je fais une randonnée de 30 km ou si je fais ceci ou cela. Ils ne sont pas très préparés à ça parce qu'on ne s'en occupe pas de ces gens-là. Vous savez, ce sont, à mon avis, les mal-aimés de la médecine du sport. Et c'est en pensant à ça qu'avec 2 de mes amis, nous avons décidé d'écrire un livre qui répondent aux problèmes, aux petits problèmes pratiques que les sportifs de tous les jours, et non pas seulement les sportifs de haute compétition, peuvent se poser. Je pense à votre qualité de chirurgien. Vous auriez souhaité vous installer à votre compte ou vous avez préféré aller dans les hôpitaux ? Non, j'ai préféré aller dans les hôpitaux parce que, si vous voulez, moi, les rapports avec
l'argent, c'est un problème que j'ai toujours eu du mal à négocier. À négocier, si j'ose dire, oui. Et je préfère. Je ne dis pas que les gens qui sont dans le privé ne pensent qu'à l'argent. Ce n'est pas du tout ce que je pense, parce que je crois que le secteur privé est un secteur important de la médecine. Mais personnellement, j'ai préféré m'affranchir de ce problème et de rester dans les hôpitaux. Je crois que d'abord, sur le plan de l'intérêt scientifique, c'est certainement dans l'hôpital qu'on le trouve. Et d'autre part, je vous dis, je ne suis pas fait pour avoir un rapport direct avec les problèmes d'argent. Alors, je reviens à ce livre, Vivre mieux par le sport, et c'est en fait le bouquin venu tardivement du champion du monde Alain Calmat. C'est merci vous, enfin je vais vous dire ce qu'il faut faire, ne pas faire, parce que c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un accroissement terrible et peut-être même dangereux du sport de masse. Voilà. Si vous voulez, j'ai toujours voulu écrire quelque chose parce que je pensais que j'avais des choses à dire sur le sport. Alors, j'ai attendu beaucoup de temps parce que je ne savais pas exactement dans quelle direction je pouvais m'exprimer. Et puis, actuellement, je me suis rendu compte que les problèmes de santé chez le sportif étaient très importants. On parle beaucoup des problèmes de santé en général, on parle beaucoup des problèmes d'alimentation, on parle beaucoup des problèmes de régime, des problèmes cardiaques, etc., de pollution, etc. Et je pense que le sportif prend un certain nombre de risques en soumettant son organisme à une suractivité par rapport à la normale, si vous voulez. Et c'est comme si on forçait une voiture à aller beaucoup trop vite par rapport à ses possibilités. Et encore une fois, avec mon expérience de sportif et mes connaissances médicales, et aussi les rapports que j'ai avec les sportifs dans le cadre de la fédération, eh bien tout ça m'a donné envie d'écrire ce livre. Avez-vous le sentiment, Alain Calmat, qu'aujourd'hui les Français s'occupent un peu plus de leur corps? C'est-à-dire que souvent on mène sa voiture chez le garagiste, mais rarement son corps chez le médecin. Je pense que c'est en train de changer. Et je n'ai pas les statistiques exactes, si vous voulez, du nombre de consultations par personne en France, mais je suis persuadé que les gens font beaucoup plus attention à leur santé. Et c'est pour ça qu'ils font du sport, parce que tout le monde pense que le sport c'est bon pour la santé. Moi je pense que c'est bon pour la santé, mais s'il est fait correctement. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. Alors c'est vrai que on mange mal, et vous allez me le dire, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'on fait très mal du sport. Souvent. Moi je suis frappé par une chose. Parfois je rencontre des gens qui font du jogging. Bon, je suis terriblement pour la marche à pied. Je crois que la marche à pied, et d'ailleurs vous le dites dans votre livre, est un très bon élément pour se tenir bien. Mais le jogging, je vois des gens qui n'ont jamais su courir de leur vie. Je vois des gens qui sont au bout vraiment de leur course. Et je me dis, ils vont tomber. Mais il y en a qui tombent. Alors on laisse courir parce que ça fait bien, parce que maintenant il faut faire du jogging. On croit être glorieux parce qu'on fait du jogging. Pour moi, le jogging, je crois, enfin c'est pas du sport, ce n'est pas du sport. Je vais me faire... Oh là là. Non, on peut pas dire que... Qu'est-ce que c'est que le sport en définitive? Le sport, ça peut aller de la simple activité physique un peu prononcée par rapport à la normale jusqu'à la haute compétition. Ouais. Alors le jogging, il est certain que c'est quand même du sport dans la mesure où c'est une activité à but quand même, disons, c'est désintéressé. On fait du jogging pour la marche aussi est désintéressée. Oui, alors bien sûr, entre la marche et le jogging, pourquoi faire une grande différence? Parce qu'on court un petit peu ou parce qu'on marche? Surtout le mot qui vous déplaît, je crois, le jogging. Non, c'est la manière vraiment de conduire son corps à des extrémités. Alors, on peut faire du jogging. Vraiment. On peut faire du jogging. Ou alors on sait, mais voir certains courir alors qu'on se dit vraiment il faut les sauver. Absolument, mais d'ailleurs, vous avez vu que récemment, il y a eu un mort à Paris-Versailles, et ça, c'est absolument inadmissible. Ce sont des gens qui veulent se surpasser alors qu'ils ne sont pas prêts à le faire, et je crois qu'un des cris d'alarme qu'on peut lancer, c'est ne faites pas du jogging au-delà de vos possibilités. D'abord, il faut faire le bilan de sa carcasse, si j'ose dire. Et on le fait comment, le bilan de sa carcasse? Chez un médecin.
Les médecins sont quand même là non seulement pour soigner les maladies, mais aussi pour vous faire connaître, si le besoin s'en fait sentir, les possibilités de votre carcasse. Mais vous le savez bien, docteur, on ne peut pas déceler un problème cardiaque, par exemple. On vous dit toujours, le cœur, c'est lorsque ça arrive qu'on le sait. Oh oui, mais enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui existent. Un électrocardiogramme, c'est quelque chose de facile à faire. Et combien de gens qui font du jogging ont fait un électrocardiogramme avant de faire du jogging? Combien ont fait un certain nombre d'examens très simples, ne serait-ce qu'un test de Ruffier-Dixon par exemple, c'est un nom un peu barbare, mais qui est très très simple à faire, qui est basé sur des flexions et des prises de pouls que votre médecin peut faire très facilement. Eh bien, combien de gens ont fait ça? Eh bien, il n'y en a pas beaucoup. C'est quand même le minimum des choses qu'on doit faire avant de lancer son corps dans une suractivité telle qu'un jogging prolongé. Mais vous, docteur Alain Calmat, que souhaitez-vous, que recommandez-vous? C'est-à-dire, vous souhaitez que l'on fasse du jogging, vous souhaitez que l'on fasse de la marche, ou au contraire du tennis, du ski, de la gymnastique, ce qui est à la portée de tout le monde? Écoutez, moi je souhaite que les gens d'abord il faut être à la mesure de son corps d'abord. D'une part, ce qu'ils ont envie de faire. Je crois qu'il faut leur donner envie de faire du sport, mais il ne faut pas les forcer à le faire. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, je crois que dès le moment où ils ont décidé de faire du sport, il faut qu'ils sachent le faire dans les meilleures conditions. Les problèmes ne sont pas les mêmes pour un citadin que pour un campagnard. Il est certain que quelqu'un qui travaille 8 heures par jour et qui part 15 jours au sport d'hiver, eh bien les problèmes, les risques seront beaucoup plus importants que pour quelqu'un qui vit à la campagne et qui peut faire 2-3 heures de marche par jour. Je crois qu'il faut adapter, et c'est ça que je voudrais surtout dire, adapter ses efforts à ses possibilités. Et pour cela, il y a une première chose, c'est d'abord bien se connaître, bien connaître ses possibilités, bien connaître les dangers que l'on encourt, bien connaître les bienfaits que l'on peut attendre de ce qu'on va faire. Il ne faut pas chercher trop, il faut savoir ce qu'on va trouver quand on veut faire du sport. Soit on va trouver l'extase d'une victoire au tennis, soit on va trouver le bonheur d'une marche solitaire. Le bonheur d'une marche solitaire, ou bien simplement la sensation de s'être défoncé. Il y a un tas de choses que l'on peut rechercher avec le sport. La seule chose que je dis, sachons ce qu'on peut rechercher, ce dont on est capable. Et si on est capable de le faire. Et puis, il y a une autre question qui est importante aussi, docteur, c'est que c'est un problème de liberté. Lorsque je dis, par exemple, oh là là, ces gens qui font du jogging, tout ça, mais ils ont la liberté de le faire. On a même la liberté d'aller jusqu'au bout des possibilités et de se laisser aller à ses possibilités. C'est ça aussi la liberté, c'est comme le mauvais goût. Écoutez, quand quelqu'un fait, par exemple, la face nord des Grandes Jorasses, il prend des risques. Bon. S'il prend des risques pour lui-même et s'il est armé pour prendre ces risques, il peut les prendre. Mais on en connaît qui partent en montagne, à l'espadrille. Absolument. Et j'ai vu des dames avec des talons hauts. Alors cela quand même entraîne les autres à les secourir. Oui. Bien entendu, si on ne prend pas toutes les précautions, et c'est d'ailleurs ce que je dis en permanence dans ce livre, si on ne prend pas toutes les précautions, eh bien, il est certain qu'on peut avoir des accidents. Il faut préciser tout de suite, Alain Calmat, que ce livre, Vivre mieux par le sport, c'est un livre qui ne s'adresse pas aux malades. Il faut le dire, il s'adresse à ceux qui fréquentent les stades, enfin aux assidus du stade, du gymnase. Et, il faut le dire, ça c'est un chiffre important, aux 8 millions de sportifs licenciés en France. Et aussi aux non licenciés. Là, je suis un peu étonné quand même. 8 millions de sportifs licenciés, ça n'est pas mal, parce que nous étions quand même terriblement en retard par rapport à d'autres pays. Mais il y a beaucoup de sportifs de loisirs en France, certainement autant qu'ailleurs. C'est l'élite qui est en retard, mais regardez, en ski, il y a au moins 1 million de licenciés. Regardez en tennis. En tennis, on a multiplié. Alors, vous savez, les 8 millions, on y arrive très vite. Ouais. On y arrive très vite. Remarquez, bien souvent, ce sont les mêmes qui sont licenciés au ski et au tennis. Oui, ça limite un peu les attentions. Les 8 millions de licenciés, ça ne veut pas forcément dire 8 millions de sportifs de compétition. Mais enfin, ça fait quand même beaucoup de monde. Et je crois que tous ces gens, effectivement, ne prennent pas toujours au moins la température de ce qu'ils peuvent faire. Ce qui est important
important, et ce que vous indiquez dans ce témoignage, Alain Calmas, c'est que chacun, enfin disons chaque sportif, devrait parfaitement connaître les effets que le sport auquel il s'adonne aura sur sa santé. Et c'est ça, je crois, le principal. Alors, qui peut dire, qui peut témoigner, qui peut aider? C'est le médecin, seulement le médecin. Non, pas seulement le médecin. Je crois que les moniteurs de sport savent quand même beaucoup de choses sur les possibilités et les dangers de leur sport. Ils ont quand même tous fait. D'abord, ils ont l'expérience, et puis ils ont tous fait quand même des études leur permettant de connaître les effets médicaux et traumatiques de leur sport. Il y a un certain nombre de sportifs eux-mêmes qui peuvent vous aider en disant fais attention parce que tu sais quand tu fais par exemple 10 km en montant, cette côte-là elle est très difficile parce que je sais qu'un tel ou moi-même ai ressenti un malaise cardiaque. Enfin, je crois que les médecins sont là essentiellement pour faire le bilan, si vous voulez, et prévenir le sportif de ses possibilités. Alain Calmas, nous sommes à la veille d'un samedi, d'un dimanche. Comment allez-vous entretenir votre corps pendant ces 2 jours ou pendant cette journée? Vous allez faire du sport, vous? Ah, écoutez, alors là, vous tombez mal parce que je suis de garde. Mais autrement? Autrement, le dimanche... Vous patinez encore? Je patine de temps en temps. Oui, j'ai un fils qui fait du hockey sur glace et de temps en temps, je l'emmène à la patinoire et je patine un petit peu le dimanche matin parfois. Mais ça m'arrive assez peu souvent et de moins en moins souvent parce que le patinage est un sport quand même relativement dangereux. C'est-à-dire, si on tourne autour de la piste, c'est pas dangereux. Hein, on peut pas quand même se faire très mal. Mais quand on commence à faire des sauts, eh bien, on a des risques de chute. Et puis moi, maintenant, je ne peux plus me permettre de me blesser à cause de mon métier, bien entendu. Alors, je ne fais plus beaucoup de patinage. Par contre, je fais de temps en temps un peu de cyclisme. Ah, le vélo, c'est très bon, le vélo. C'est très bien. Mais attention, aussi adapté à ses possibilités. Il ne faut pas faire des côtes quand on a des problèmes cardiaques. Par contre, le vélo est très bien comme rééducation des infarctus. On le sait très bien. Et en particulier, le home trainer est un... Mais combien de kilomètres, alors? Alors ça, c'est variable suivant les possibilités. Le vélo, c'est très simple. Quand vous êtes fatigué, vous vous arrêtez. C'est vraiment le sport qui vous permet d'adapter vos possibilités à ce que vous, adapter votre effort à vos possibilités. Ça, c'est tout à fait possible. Vous me disiez à l'instant, Alain Calmas, que votre fils pratiquait le hockey. Oui. Vous avez souhaité à un certain moment qu'il puisse reprendre le flambeau. Vous en avez rêvé un peu? Oh, pas du tout, non. Au contraire, vous savez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure au sujet des difficultés de réinsertion, vous saviez, et de risque de carrière, je le sais trop pour pouvoir. Pour avoir envie que mes enfants vivent cette même vie. D'abord des études. Alors d'abord des études, certainement, mais aussi du sport. Parce que je crois que c'est un équilibre nécessaire. Vous êtes spécialiste de chirurgie digestive, et là c'est un point important aussi. Ça bloque beaucoup d'intentions, là. Beaucoup d'attention, je ne sais pas. J'ai fait de la chirurgie parce que je crois que c'est un J'allais dire un sport, oui. J'allais dire un sport. C'est une discipline un peu sportive, la chirurgie, dans la mesure où c'est très, très actif, quoi. Il y a des gestes. C'est une activité c'est très gestuel. Et je crois que moi, je suis plus gestuel qu'intellectuel. Et bon, c'est tout à fait ce qui me convient. Pourquoi digestive? Eh bien, parce que, à mon avis, c'est la chirurgie d'abord la plus courante, certainement qui rend le plus de services courants, si vous voulez, quand même les appendicites, les hernies, les ulcères, les cancers digestifs, tout ça, ce sont des choses qui sont très, très fréquentes et c'est de la chirurgie courante d'une part et d'autre part, je crois que c'est une des chirurgies les moins réglées, si j'ose dire, c'est-à-dire qui donne le plus de possibilités, disons, non pas de génie, parce que je ne crois pas que j'ai du génie particulier, mais enfin de décision à un moment donné. Il faut vraiment prendre parfois des décisions qui sont peut-être moins réglées que dans d'autres chirurgies, en particulier en cas de l'urgence. Il y a les problèmes d'alimentation.
Et on en revient au sport. Alors ça, je les problèmes disais, d'alimentation, on mange mal. Les problèmes d'alimentation, Même de régime. c'est surtout les gastro-entérologues qui s'en occupent plus que les chirurgiens. Oui, mais le sportif quand même sait ce qu'est un régime. Et alors, vous en parlez des régimes. Oui, alors on revient à l'autre volet de mon activité, c'est-à-dire au volet sportif et en particulier de médecine sportive. Je crois que l'alimentation est extrêmement importante dans le cadre du sport de compétition d'une part et même dans le cadre du sport de tous les jours. Parce que un des éléments du bien-être au moment de l'activité sportive, c'est d'être préparé sur le plan alimentaire, de ne pas avoir trop mangé, de ne pas être en période digestive difficile et surtout de ne pas se mettre dans des conditions qui vous fassent finalement plus grossir que maigrir. C'est pas parce que vous avez fait 30 km qu'il faut vous croire autorisé à faire un repas pentagruélique, parce que vous perdez absolument tout l'avantage que vous avez acquis en faisant du sport. Et une chose qui est importante aussi, c'est qu'il faut dire que faire du sport n'autorise pas à manger davantage. Il ne faut pas se priver quand même. Il ne faut pas se priver, mais il ne faut pas manger plus parce qu'on fait du sport. Enfin, il ne faut pas de paix, pas de pain, pas de pâtisserie, pas de pommes de terre. Mais le reste, tout est possible, non? Oh, tout est possible, bien sûr, mais je crois que il ne faut pas un régime strict pour faire du sport. Vous faites un régime, vous? Votre corps a-t-il changé depuis ces temps-là? Oui, j'ai pris un peu de poids, comme je l'explique d'ailleurs dans le livre. J'ai pris quelques kilos, mais pas tellement. 6-7 kilos. Il fallait? Oui, parce que je pense que quand on fait du sport de haute compétition, on est à un poids anormal. On est à un poids inférieur à votre stature, du fait de l'entraînement qui vous fait dépenser beaucoup de calories. Il faut corriger tout ça. Et quand on arrête, il est évident qu'on reprend un peu de poids. Il faut éviter de surpasser le poids normal. Alain Calmat, quelles sont les disciplines sportives qu'il faut recommander aux enfants? Avant tout, je crois que la natation est une très très bonne discipline sportive pour l'enfant. À partir de 4-5 ans, je crois qu'on peut emmener les enfants à la piscine, parce que c'est un sport qui est doux, si vous voulez. C'est un sport doux et un sport qui ne met pas en charge les articulations et qui permet des gestes tout à fait bons, si vous voulez. Je crois que c'est très bon, la natation. Comment vous êtes-on accueilli dans le monde médical? Vous, le champion du monde, le champion olympique, vous, le grand patineur Alain Calmat. Écoutez, on se disait, cette vedette. Oui, c'est un peu ça. Au départ, oui. Effectivement, tournant, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'étais pas vraiment pris au sérieux. Non, mais pendant mes études essentiellement, le début. Mais vous savez, je crois que le contact direct change beaucoup de choses. Dès le moment où j'ai eu la possibilité d'entrer en contact avec mes futurs patrons, eh bien, ils ont compris que je travaillais sérieusement. Et à partir de ce moment-là, ça a été plutôt le contraire. Plutôt que de me prendre à la légère, eh bien, dès que j'ai eu des contacts directs avec les gens, tout s'est toujours bien arrangé. Et maintenant, bien entendu, c'est le médecin Calmat qui parle maintenant. Voilà, je crois que maintenant il n'y a plus de problème. À quel moment avez-vous décidé d'arrêter la compétition? Il fallait d'abord arrêter au moment où vous avez arrêté, ou bien vous vous êtes dit non? Il fallait arrêter, oui, j'en avais un peu assez d'ailleurs. Ça faisait 12 ans que je faisais de la compétition internationale. J'en avais, oui, marre. Et d'autre part, j'étais déjà en 4e année de médecine et ça devenait très très difficile. Vous auriez pu aller un tout petit peu plus loin, vous auriez pu avoir encore quelques lauriers, ou bien non? Vous savez, j'ai été champion du monde en 65, j'étais en 4e année de médecine, je venais d'être nommé externe des hôpitaux de Paris. Il faut le faire. J'avais l'internat à préparer, j'avais pas grand-chose d'autre à gagner après un championnat du monde. Et d'autre part, je crois qu'il y a une chose très importante, c'est de s'arrêter, essayer de s'arrêter quand on a gagné. C'est très agréable pour la suite des choses. Il est une autre maladie, docteur Alain Calmat, dont on va parler, et cette maladie paraît gangrener actuellement le monde, c'est l'agressivité. Je ne parle pas seulement d'agressivité physique, je parle d'agressivité verbale. Vous la remarquez, celle-là? Ah oui, l'agressivité verbale, je supporte très très mal. Que peut faire le médecin, là? Bon, pas grand-chose. Vous n'en parlez pas dans votre livre. Hein? Non, mais vous savez, moi je suis plutôt un doux, je suis pas un agressif. Et pourtant un sportif doit être agressif parce qu'il est en compétition. Oui, mais je suis agressif envers les éléments, mais non pas envers les hommes.
Je vous remercie Alain Calmat. Je rappelle le titre de votre livre qui paraît chez Olivier Orban, Vivre mieux par le sport. En fait, ce sport qui vous a tout donné, vous ne le quittez pas. Vous êtes aujourd'hui chirurgien, mais vous n'oublierez jamais que vous aviez été champion du monde, champion olympique. Ce sont quand même de belles traces. Je ne renierai jamais ma carrière sportive. Merci Alain Calmat. Je vais vous dire quels sont nos rendez-vous la semaine prochaine. Lundi, je recevrai Mireille, le petit conservateur de la chanson. Toujours sur la brèche, toujours en lisière. Mardi, un écrivain, Jeanne Champion. Mercredi, Roger Nobelspice, vous savez l'aventure qu'il a vécue, enfin, aventure douloureuse puisque elle était en prison cette aventure. Jeudi, un éditeur, Jean-Jacques Nathan, cette maison fête son centenaire. Et vendredi, un Algérien qui a beaucoup de choses à dire sur justement sa place d'immigré en France, Kamel. À lundi, bonsoir.